NBA now and forever. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre humble serviteur que vous retrouvez tous les mercredis à l'animation du podcast qui traite l'actualité NBA sans langue de bois et surtout avec beaucoup de mauvaise foi, le tout concocté par Sports Content. Alors, nous sommes sur un épisode un peu particulier aujourd'hui. Car nous étions censés être 3. Donc déjà je vous présente Damas. Cette fois-ci je ne fais pas d'intro comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. On s'en passera. Pour les circonstances actuelles, c'est mieux de se taire. Exactement. Comment ça va Damas? Bon, on est là, hein, toujours prêt, hein, forever, hein, ça bouge pas. Comme son nom l'indique, on est là. Et surtout, comme d'habitude, aucune objection pour certains. Exactement. Et aujourd'hui, nous étions censés accueillir aussi Quentin, sauf qu'il a eu un gros souci de PC de dernière minute. Donc malheureusement, son PC n'a pas pu tout simplement démarrer. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez faire payer vos services de réparation à Quentin en informatique, hein, n'hésitez pas à nous faire signe. Donc ce que je te propose de suite, Damas, hein, donc bien sûr on l'a remplacé pour ceux qui ont la vidéo avec une belle petite photo qui le représente. Je pense qu'il se sentira honoré. Ce que je te propose de suite, Damas, c'est qu'on attaque les actualités de la semaine pour le coup. Première actualité de la semaine, c'est notamment, alors, à date d'enregistrement, donc c'est-à-dire le mardi soir, nous avons donc la preview, hein, donc ça se trouve, on va complètement se gourer sur ce qu'on va raconter, mais c'est pas grave, sur la preview donc, de la finale de la NBA Cup, hein, qui se tient à Las Vegas, qui va opposer les Milwaukee Bucks contre le Oklahoma City Thunder, hein, tous les deux site number one, hein, de sur chaque conférence. Donc une belle affiche en tout cas qui s'annonce, hein, contre deux gros favoris, et c'est même deux favoris même tout court au titre NBA, on va dire. Toi, de ton côté, comment tu sens là un peu cette confrontation? Match très intéressant, deux oppositions de style. On a affaire à une équipe qui, au niveau des Bucks, qu'on connaît déjà, hein, dans les rites, en effet, des différentes séries de playoffs des années passées, qui sont aussi revenants après un début de saison assez difficile, hein, quand même, en termes de résultats, en termes de performance pure. Les Bucks reviennent à la hauteur de leur standing. Et cette NBA Cup correspond bien à ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire une équipe qui est capable de serrer le jeu également dans les moments décisifs face aux Hawks d'Atlanta, qui sont également sur une très bonne série, hein, depuis le retour de blessure de DeAndre Hunter et de Bogdanovic. Ils ont réussi à dominer pratiquement toute la rencontre. Et Damian Lillard a clairement répondu présent. Retour de, j'allais dire, Kate Middleton. Excuse-moi, Rafi. Retour du Big Chris, qui a fait aussi du bien, hein, en termes de qualité de jeu offensif, bien entendu, en termes de playmaking, car c'est un joueur qui a un niveau, on va dire, intellectuel au niveau du basket qui est très élevé, dont peu trouvent son équivalent. Maintenant, on sait que physiquement, c'est un petit peu complexe. Et surtout, Giannis Antetokounmpo, qui démolit absolument tout sur son passage au cours même du mois de novembre, même depuis début décembre. Il est en route peut-être même pour être le meilleur joueur de l'Est sur ce mois de décembre, après celui de Jason Tatum. Autant maintenant, au travers de cette finale, de confirmer ce point-là, hein, afin que les Bucks soient de retour déjà de 1 dans le top 6 et de s'installer définitivement, même si là, c'est une autre ligue. Ça reste quand même un titre avec $500 000, je crois, comme ça, $100 000 pour eux. C'est $500 000 en effet par joueur pour l'équipe. Et la somme, elle est incroyable. C'est génial, hein. Franchement. Oh mon Dieu, $500 000 par joueur. Ah là là. Ouais, c'est comme ça. Après, t'essayes de donner un petit peu d'attrait, hein. C'était un peu la carotte, hein, pour pouvoir donner justement un peu d'attractivité sur ce début de saison qui, en plus, nous, on est les premiers à dire, hein, qui ne déchaînent pas non plus les plus grandes passions. Donc c'est une bonne chose. Et puis la NBA Cup, dans la continuité un peu de la saison dernière, reste intéressante. Donc bien sûr, même si les équipes qui l'an passé avaient performé dans cette NBA Cup, ça n'a pas du tout été le cas au cours de cette édition où les Lakers ou même les Pacers
ont rapidement été éliminés, ainsi que New Orleans aussi, qui avait fait demi-finale l'an passé. Et du côté du Thunder, Vladi, là, on a affaire à une équipe qui est extrêmement sérieuse depuis maintenant le début de la saison passée, qui se confirme encore une fois au travers de cette coupe. Ils ont dominé les Rockets. On pense à une espèce de rivalité qui, selon moi, n'existe pas encore, même si les Rockets sont vraiment performants cette année. Et puis, il y a un nom qu'on attend évidemment au cours de cette rencontre, c'est SGA, qui doit davantage marquer le pas psychologiquement, parce qu'on sait qu'en termes de statistiques, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est important pour le Thunder, selon moi, qu'ils puissent gagner cette rencontre, plus que peut-être que pour les Bucks, parce qu'il faut aussi qu'ils s'affirment comme étant une équipe majeure dans les matchs clés, même bien qu'on soit en Coupe de la Ligue, entre guillemets. On n'est qu'au mois de décembre. Mais psychologiquement, il y a un panel qu'on passe quand on remporte ce type de compétition face à des équipes qui ont déjà gagné le titre, qui sont des équipes majeures de la Ligue, telles que les Bucks. Donc, le Thunder a tout à y gagner, à pouvoir passer à un autre statut et à une autre notoriété aussi à l'image de toute la Ligue. Et surtout que là, le Thunder fait un chemin, on va dire, parfait de son côté pour le moment. Sachant qu'ils ont eu quand même de belles confrontations entre Dallas et Houston, donc à la fois en quart et en demi-finale. Tu as abordé le sujet de Shai Gilgeous-Alexander, qui est très attendu, parce que pour le moment, il nous fait vraiment une NBA Cup, mais parfaite. Le mec, il a 32,2 points, 6,2 rebonds et 6,5 passes sur des bases de 50, 40, 90 sur les 6 matchs. Sur les 6 matchs qu'il a fait. Donc, ça en dit quand même beaucoup. Il a combien de steals en moyenne, en interception? Alors, les interceptions, là, j'ai pas sous les yeux combien là, mais bon, il doit en avoir quelques. Il doit en avoir peut-être 2, un truc du genre, je sais pas pour le coup. Ouais, parce que je mentionne cet aspect-là parce qu'on est très rivé aussi aujourd'hui sur l'aspect offensif, ce qui est tout à fait compréhensible, mais également en défense du côté du Thunder, c'est une vraie toile d'araignée. C'est pas qu'une affaire de SGA. Ça correspond bien, en effet, au transfert qu'ils ont fait l'été dernier, notamment avec Alex Caruso, qui est venu renforcer encore une fois la base défensive du Thunder. C'est l'équipe qui dévie le plus de ballons en défense, qui intercepte plus, qui fait des rotations, mais à gogo. Ça court de partout. Ils viennent agresser le porteur de ballon assez tôt, donc ça devient difficile de pouvoir faire front face à l'équipe du Thunder, qui est de très loin, je crois, la meilleure défense en tout cas à l'ouest. Oui, c'est en effet l'une des toutes meilleures défenses. Et puis, il faut rappeler aussi, et c'est un ajout qui n'est pas non plus à prendre à la légère, mais depuis un retour d'un certain Isaiah Hartenstein, oula, je vais y arriver. Pareil, défensivement, au niveau de l'agressivité, de l'intensité, le gars il s'y donne. Il est quand même quasiment à 12 points de moyenne, à 54% au shoot depuis qu'il revient. C'est quand même, enfin en tout cas sur... 54% au tir et 11 rebonds de moyenne sur la NBA Cup, ce qui est vraiment pas tout mal avec le physique qu'on lui connaît, pour apporter beaucoup plus d'intensité du côté du Thunder. En tout cas, c'est pas à prendre à la légère. Et pour revenir rapidement sur Shai Gilgeous-Alexander, juste en quart et en demi-finale, respectivement, c'est 39 et 32 points. Donc voilà, là maintenant faut boucler la boucle. C'est la seule chose qui lui manque là. Complètement. Ce soir, il va retrouver Damian Lillard sur les postes arrière, aussi avec le petit A.J. Jackson aussi, qui va à mon avis défendre sur lui ce soir. Mais la vraie mission du Thunder, ce sera bien entendu de ralentir Giannis Antetokounmpo, qui a des stats absolument exceptionnelles au cours de tout le mois de décembre, comme je le disais, et même sur cette NBA Cup. On s'amuse bien sur Forever, en disant le joueur le plus important, c'est Middleton. C'est le... D'ailleurs, Middleton qui a raté l'entraînement hier, car malade. Donc on va voir. Normalement il devrait jouer quand même. Et pareil, Damian Lillard qui a une petite blessure au mollet, mais qui a annoncé qu'il serait prêt quand même pour cette finale. Donc normalement, les Bucks devraient être au complet pour cette finale d'NBA Cup. Mais bien sûr. Bien sûr. Là, on leur demande pas d'aller jouer face aux Wizards. Oui, non. Si c'était le cas. Voilà, je pense qu'à un moment, ils auraient dit, on a le droit de couper, mais là, ce soir, on parle d'un titre qui rentre dans le palmarès d'une franchise. Tout à fait. Et pour les Bucks, ça leur signale le retour, parce que on est toujours là. On a fait un très mauvais début de saison. On est toujours là. C'est ce qu'on attend également des Sixers également qui puissent se relancer, entre autres. Non, c'est sûr. Et du coup, toi, ta prédiction pour cette finale ? Ce soir, bonne question. C'est un match très équilibré, 2h30 ce soir. Enfin, ce matin, moi... c'est dur. C'est dur.
Franchement, c'est dur, mais je verrais. Je verrais le Thunder gagner. J'aime bien SGA. moi j'ai une petite. Moi j'ai peut-être une. Ouais, ma balance, moi, partirait peut-être plus sur les Bucks pour le coup. Ouais, mais ça se comprendra aussi. Ouais, non, mais après, bon, de toute façon, que ce soit là pour le coup, que ce soit Bucks ou Thunder, en vrai, peu importe. Hein. L'équipe qui remporte le méritera, hein, de toute façon. Oui, mais moi j'ai choisi Thunder parce que j'ai bien envie qu'SJ puisse briller, parce que moi j'estime qu'il n'a pas reçu Ça s'entend. l'honneur qu'il était censé recevoir à titre individuel en termes de titre MVP sur la saison 23-24. Mhm. J'estime qu'il aurait dû le recevoir. D'autres peuvent dire Jokic, ça se comprend tout à fait. Mais là, il est temps pour lui, à mon avis, de prendre ce virage-là. Et je trouve que c'est important de trouver maintenant des joueurs arrière forts des deux côtés du terrain. Ce qui est le cas de SGA. Il faut le prouver autour de cette rencontre-là. C'est important. Les yeux sont rivés dessus. Des gens qui vont regarder ce match-là n'aiment pas que le basket. Hein. Donc, c'est important de former cette forme d'image de l'autorité en dehors du basket. SGA, c'est le moment. Et du coup, dernière question avant de passer à la deuxième actu. Est-ce que le MVP de cette finale pose une petite option, je dis bien une petite option parce qu'on est qu'au mois de décembre, sur un éventuel titre d'MVP? Mais complètement. C'est pour ça que SGA joue gros ce soir également, mais quelque part, on n'en parle pas. Mais Giannis a également des statistiques excellentes, hein. Mais il part de plus loin. Et surtout, quand on regarde le classement à l'Est, on voit bien quand même les Bucks sont vraiment décrochés par rapport aux Cavs et aux Seas. Bien sûr. Qui ont, je crois, 5 à 6 matchs d'avance, je crois. Même les Cavs ont moins 10 matchs. Ça part de trop loin, malheureusement. Je pense que Giannis, notamment à l'Est, va être pénalisé du fait d'avoir mal commencé le début de saison. Je pense que ça va les suivre. Et c'est pas une garantie qu'ils puissent continuer d'être performants comme ils le sont actuellement. Hein. Bien sûr. C'est parce qu'on sait que Middleton est injury prone. Lillard non plus n'est pas au top du top, même s'il tient bien la route. Mais voilà. Les Bucks sont capables encore, selon moi, ils ne sont pas pleinement guéris, ils ne sont pas encore pleinement lancés. Ce match-là pourra les amener à être lancés, mais pour le titre MVP, pour Giannis, ça part de trop loin. Parce qu'à l'Ouest, il y a quand même de gros mastodontes. On a bien entendu mentionné SGA, mais tu as le Joker aussi qui réalise des statistiques exceptionnelles. Ouais, c'est sûr. Bon, après le Thunder, le Denver, qui est un peu bas dans le classement, donc bon, ça. Ils sont pas bons cette saison. C'est un peu compliqué là pour le coup. Oui, c'est un peu compliqué, mais vas-y, il y a encore la jurisprudence Westbrook qui est encore dans le coup. Bon. Elle a fait du mal à beaucoup de personnes. Hein. Ouais, vas-y, sur moi le premier. Pour le coup. Alors, mais, moi je dis, c'est vrai. C'est le MVP Panini. Mais c'est vrai que bon, si Oklahoma l'emporte, ça peut être une porte qui commence à s'ouvrir pour Shai. Hein. Faut voir. Bien sûr. Ça veut dire qu'en gagnant ce soir, ça va être de moins en moins compliqué pour lui d'atteindre ce type d'MVP à titre individuel. Non, bien sûr. Parce qu'on le sait bien, il y a des joueurs qui partent de plus loin pour gagner ce trophée ou même pour un autre comme le Ballon d'Or, comme il y a eu lieu il y a quelques semaines, auquel on a discuté sur les réseaux en général, quel que soit le sport. On sait que quand tu pars de plus loin pour remporter des trophées, ça te pénalise quand il faut maintenant la soulever, au contraire d'un joueur qui est déjà reconnu à l'échelle médiatique, à l'échelle populaire. Ça fait moins mal à donner un trophée à quelconque qu'à un autre. Voilà, donc SGA ce soir, il a tout à gagner pour... Très bien. Pour cette finale de la NBA Cup. Ensuite, deuxième actualité, enfin des nouvelles qui font plaisir. On a eu donc pas plus tard qu'hier, donc là on parle de lundi, un communiqué de presse de la part des Spurs de la part même de Greg Popovich sur son état de santé depuis donc 6 longues semaines. Ça fait déjà 6 semaines qu'il a eu donc un AVC. Et du coup, bon, je vais faire simple, je vais juste citer son communiqué de presse qui est assez court. Donc grosso modo, il dit « Ces 6 dernières semaines ont été inattendues pour ma famille et moi. Alors que nous travaillons ensemble sur mon rétablissement, je souhaite prendre un moment pour partager à quel point le soutien que nous avons reçu pendant cette période a été véritablement bouleversant, dans le meilleur sens du terme. Même si j'aimerais pouvoir remercier chacun d'entre vous personnellement pour l'instant, permettez-moi de dire que ma famille et moi sommes profondément reconnaissants. Nous sommes reconnaissants envers notre merveilleuse communauté, l'ensemble de l'organisation des Spurs, ainsi que nos familles et amis. Personne n'est plus enthousiaste que moi à l'idée de revenir sur le banc, à part les individus talentueux qui m'ont accompagné dans mon processus de rééducation. Ils ont rapidement compris que je ne suis pas facile à entraîner. Voilà, il est pas coachable lui, contrairement à ses joueurs. Non. Bon, en tout cas, c'est des nouvelles quand même qui font bien plaisir. Pour une fois que les Spurs communiquent surtout, parce qu'on en avait discuté justement
de la communication des Spurs. Donc bon, c'est quand même plutôt de bon augure pour la suite. Ah, mais complètement, c'est important même que tu parles de la communication des Spurs parce qu'on a l'impression que Chris Buford, il parle peut-être 2 fois tous les 20 ans, ce mec. Alors il a fait des choix excellents, au-delà même des titres, des saisons titres ou sans titre. Hein. On parle quand même d'un gros monsieur du management, du sport de très haut niveau américain. Et pour revenir à la situation de Greg, bah, c'est clairement une bonne nouvelle pour toute la ligue, hein, quand on connaît un petit peu la situation du papa au niveau de son âge et même au niveau du coup émotionnel qu'il a subi après le décès de sa femme. Hein. Ça, c'est des points qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on sait que humainement, on a fait un podcast là-dessus, l'impact émotionnel que ça peut créer chez différentes personnes. Il y avait LeBron James qui avait souhaité aussi un bon rétablissement à Greg Popovich aussi de loin, hein, parce que automatiquement, on parle d'un patriarche du basket et même l'une des raisons pour lesquelles aussi on suit ce sport aujourd'hui. Donc, Dieu merci, tout se passe bien. Moi, à titre individuel, j'ai rien contre le fait qu'il puisse rester, mais j'aurais bien aimé voir cette passerelle avec Héctor Messina quand même. J'aurais bien aimé aller. Ouais, j'aurais bien aimé. On sait ce qu'il a fait à l'échelle européenne. Hein. Au niveau d'Héctor Messina, c'est une très, très grosse tête. On connaît le lien qu'il avait avec Ginobili aussi. Donc, bon, Greg Popovich, le fait qu'il puisse rester en place, notamment pour gérer l'après Duncan, c'est tout à son honneur, on va dire, à l'échelle sportive. Maintenant, il est dans son dernier grand virage, je pense, avec Wemby. Ouais. Et il faut clairement que les Spurs commencent à organiser définitivement maintenant la passerelle. Oui, la succession, tout à fait. Là, je pense que de toute façon, déjà, le fait des soucis de santé qu'il a eu vont clairement remettre en question ou peut-être même juste précipiter, accélérer, on va dire, la passation qui est à venir. Parce que Greg Popovich, je crois que c'est quasiment 80 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, quasiment, je crois. Hein. J'ai plus son âge en tête, mais je crois qu'on n'est pas très loin. Donc, au bout d'un moment, il va falloir en effet penser à qui va prendre le relais et assurer. Alors après, de toute façon, on sait très bien que Greg Popovich, il mourra sur un terrain de basket. Hein. Ça, on le sait. Il a 75 ans, le papa, franchement. 75 ans, il a. Ouais, bon, voilà. Il est dans le 49. Ouais. Il est en 49, ok. Bon, voilà. Là, il aurait le droit de dire, bon... Je l'ai un peu vieilli, pour le coup. Mais, un petit peu, mais bon, personne ne doit t'en vouloir aussi. Oui, voilà. Un vieux père. Mais voilà, je pense que ça va accélérer un petit peu tout ça. De toute façon, on sait très bien qu'il aura un œil quand même sur tout. Il restera, il aura un rôle toujours, je pense, au front office. Mais est-ce que ce serait pas le bon moment qu'en fin de saison, comme un Pat Riley, qu'il y ait un peu cette génération qui passe à autre chose? Ouais, je pense. Déjà, Pat Riley, c'est pas encore rendu officiel. Oui, mais bon. C'est pas encore officiel. Je me permets mais on a le droit d'y penser. Franchement, la pensée, elle est clairement légitime à se dire que le vieux Pat, que le parrain puisse laisser la place. Et en fait, au-delà même du basket, ces mecs, ils vont faire quoi après? En fait, moi, je pense qu'on n'en parle pas, mais c'est le virage aussi qu'il y a derrière, en fait, pour ces papas-là. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a quoi derrière? C'est pas facile aussi à se projeter sur l'après pour ces entités du basket. Donc, nous, ça paraît compréhensible, mais pour eux, le fait qu'ils puissent pas lâcher le bâton, mais peut-être parce que s'il y a des problèmes, il y a des questions qui vont se dire, mais qu'est-ce qui va animer ma vie dans la mesure où j'ai fait plus de 40 ans, voire 50 ans de ma vie concentré là-dessus, quoi. Non, ça c'est sûr. Voilà, ça peut entraîner certains questionnements sur la vie courante à mener. Et quand toi, par exemple, tu dis que papa Greg peut mourir sur un terrain de basket, ça a tout son sens. Ah oui, bien sûr. C'est de toute façon, hein, quand tu es dans ce milieu-là, tu sais très bien que tu vas y donner ton corps et ton âme jusqu'à la fin. Ouais. Et sinon, tu rentres pas dans ce il aura un rôle dans le front office. Par la suite, peut-être qu'il sera juste consultant ou quelque chose du genre. Voilà, on va dire un rôle un peu honorifique, de sorte à toujours avoir un pied dedans. Et pour éviter de tomber, on va dire, je vais pas dire dans l'oubli, mais en effet, d'être dans une vie vraiment de retraité où, au final, en fait, tu vas t'emmerder, en fait. Ces gens-là, ils vont s'emmerder à ne plus rien faire. Donc, mais complètement. Donc, c'est comme ça. C'est dur à envisager pour eux. Hein. Il faut avoir de la compréhension dans ce domaine, franchement. Non, clairement. Clairement. Voilà. Bon, en tout cas, c'était c'était quand même le petit clin d'œil, clin d'œil qui était à faire pour Greg Popovich, à qui, bien sûr, on souhaite une bonne suite de rétablissement et en espérant pouvoir le revoir sur un banc très rapidement.
Troisième et dernière actualité, je pense qu'elle va te faire plaisir celle-ci, c'est Paul George qui est passé lors de la victoire des Sixers hier, donc lundi soir, sur le parquet des Hornets, sur le score de 121-108. Donc il est devenu, en rentrant, son 4e tir à 3 points de la soirée, le 10e scoreur à 3 points le plus prolifique de l'histoire avec 2283 unités, dépassant ainsi Jason Terry avec une unité de moins. Qu'est-ce que cela t'inspire? Voilà, félicitations déjà, dans un premier temps. Félicitations, petit grain. Ah, mais non, je demande. Enfin bref, on va s'arrêter là. Non. Objectivement, c'est tout à l'honneur de Paul George de pouvoir arriver en effet à ce statut-là. Soyons clairs, c'est mon joueur préféré des années 2010 sur les postes arrière avec un certain DeMarcus Cousins en peinture, mais ça, c'est un autre sujet. Et Paul George, on connaît la transformation qu'il a eu au cours de sa carrière, où il a commencé comme étant un véritable défenseur au service de Danny Granger. Il a clairement supplanté par sa qualité technique, par la capacité à dribbler, par du playmaking et surtout par un gros jeu défensif. On ne s'attendait pas à ce qu'il puisse performer autant à 3 points. Ce qui a vraiment été le cas au niveau du virage de la saison 2015-2016, où il fait une saison 14-15 où il est absent avec une très grosse blessure du côté des USA, des Team USA. Et la saison où il explose véritablement à 3 points, c'est la saison aussi du côté du Thunder, où il est 3e MVP au cours de l'exercice 2017-2018, où offensivement, il a été tout simplement exceptionnel, notamment à 3 points, où il a été très létal. Il y a aussi un point qui est important à signaler, c'est son exécution au shoot, où il y a une fluidité, tu sens que le gars a vraiment beaucoup bossé pour pouvoir acquérir maintenant de tels skills, et cette régularité qu'il a eue entre, comme je disais, la saison 15-16 jusqu'à maintenant, c'est tout à son honneur de se dire en tout cas que Paul George, c'est un vrai travailleur, parce qu'il part de plus loin que par rapport à d'autres modèles de scoreurs extérieurs dans la ligue. Donc Paul George, bravo à lui. Maintenant, espérons qu'au niveau de sa moyenne de points, que ça puisse se relever du côté des Sixers. Ça veut dire qu'il y a encore une masse de progression à pouvoir mener. Il peut aller encore plus loin au niveau de ce classement-là. C'est tout ce qu'on lui sait, dans la mesure où même la Ligue aujourd'hui est clairement à 3 points. Et non, moi je dis bravo. Je souhaite simplement son échec face aux Pacers. Sinon... Oui, bon, sachant qu'en plus, il va très rapidement passer devant Vince Carter. Il y a seulement 7 unités d'écart. Après, il peut taper il peut largement taper un Kyle Korver qui a 2450, LeBron James qui a 2460. C'est pas le mec qui tire le plus à 3 points, donc il y a des chances qu'il le passe aussi. Après, par contre, là, on commence à avoir de sacrés clients et des clients qui sont toujours actifs, à part Ray Allen et Reggie Miller, mais bon, qui sont encore un petit peu loin. C'est Klay Thompson. Klay Thompson avec 2549, en effet, actuellement. Sachant qu'il est plutôt en forme en plus en ce moment. Donc, ouais, c'est pas mal. Son côté qu'il a raté 2 ans de basket, ce mec. Oui, en plus, c'est vrai. Non, ouais. Non, on a affaire à des très. Mais tu vois, ce qui est marrant par rapport à Paul George, c'est que, c'est pas rien, quoi. T'es top 10 all-time, donc des tireurs à 3 points les plus prolifiques, mais t'as pas l'impression que c'est réellement le cas, en fait. Ouais, c'est passé inaperçu. Parce que c'est pas dans son profil joueur, en fait. Paul George, on le voit, comme je dis, vraiment l'évolution qu'il a eue au cours des années 2010, c'est tout à son honneur. Au contraire, d'autres joueurs qui n'ont pas réussi à se transformer dans leur profil player, Paul George a clairement réussi à passer cette passerelle-là. Et quand tu as évoqué le classement qui a eu lieu et du fait qu'il peut encore dépasser des mecs qui, eux, ont vraiment été positionnés comme étant des vrais joueurs extérieurs capables de shooter à 3 points, tels que Jason Terry qui l'a pu dépasser, Vince Carter qui a certes l'image dunker, mais non, attention. Qui s'est très bien reconverti. Mais en fait, depuis le début de sa carrière, même à mi-distance, Vince Carter, oui. Non, il a toujours été intéressant. C'est la highlight de tous les mecs qui aiment Street Dancer, qui ont fait du bruit. mais sinon, non, je te dis Street Dancer parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai regardé. Oui. Oh là. Ça fait 20 ans que c'est sorti. Mais ouais, 2003, les gars. Donc, c'est... Ouais, bon, changeons de sujet. Ouais, non, mais en plus, en soi, Paul George, en plus, qui a quand même une adresse qui est très correcte. En carrière, c'est du 38,4% à 3 points. Non, donc, c'est très correct. C'est très intéressant. Franchement, 38% à 3 points. En plus, en n'étant pas un joueur catch and shoot. Oui, beaucoup, oui. Voilà, donc non, c'est... Non, c'est vrai que c'est beaucoup de catch and shoot, mais c'est vrai que ça passe inaperçu parce que justement, un petit peu à l'image d'un Vince Carter,
c'est un joueur qui était très considéré, surtout en début de carrière, comme un slasher, voilà, slasher gros dunker, capable de pouvoir bien pénétrer, de percuter, mais qui a toujours eu un shoot, hein, parce que pareil, en plus, c'est marrant parce que tu parles de Vince Carter, j'ai regardé il n'y a pas super longtemps toute une compile justement de son début de carrière à Vince Carter, où tu te rends compte en fait, mais le mec était tellement polyvalent en fait, et on met tellement en avant le fait que c'était un simple dunker, mais non. Le mec, il avait un package, il était complet. C'est infernal. Mais il faisait clairement partie des postes de la ligue en tant que joueur offensif qui avait la capacité à avoir une vraie panoplie de basketteurs. Ah oui, tu sais shooter à mes distances, tu sais jouer en 1 contre 1, ce que Paul George a clairement appris au fur et à mesure du temps. Souvenez-vous de l'équipe des Pacers à l'époque 2012-2013, où ils font double finale de conférence face aux Heatles de Miami, de LeBron James et Dwayne Wade. T'as affaire à une équipe qui est quand même complète, mais t'as pas de vrai shooter à 3 points en soi. Len Stephenson, c'est pas un shooter à 3 points, c'est clairement un slasher, passeur et aussi un bon playmaker. David West, voilà, c'est le poste 4. Ron Hibbert, t'as que George Hill à la rigueur qui sait vraiment à 3 points. Mais c'est pas Paul George auquel tu te dis, quand tu regardes ce joueur-là à cette époque, il va être dans le top 10 des meilleurs shooters à 3 points de la ligue. Sûrement pas. Donc, t'avais DJ Augustine, je crois, à cette époque aussi, non? Il sortait du banc. Ouais, c'est ça, qui sortait du banc. Ouais, il sortait du banc. Donc, donc voilà, concernant le cas de Paul George, et bon, c'est bien, déjà tu t'es réveillé contre Charlotte, donc je t'en veux pas, tout va bien, mais bon, maintenant il va falloir mettre la seconde maintenant. Hein. Voilà, on attend un peu plus quand même. Voilà, il va falloir gagner quelques matchs maintenant avec les Sixers. Ah ouais, même si j'aime pas les Sixers, il faut qu'on arrête les conneries, quoi. Faut que la ligue revienne un petit peu au sens sérieux, il faut qu'ils se réveillent. Ça va être dur hein, pour les Sixers. Hein. Ça va être dur. Hein. Même le play-in, c'est pas garanti. Hein. Ouais, mais il reste 60 matchs. Hein. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, quand t'as un Joel Embiid qui se casse la gueule tous les 3 matchs. Une semaine, celui-là. Il s'est encore pris un coup. Il a une fracture au niveau des sinus, je crois, un truc du genre. Enfin, c'est un délire. Quand même, hein. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, mais bon, de toute façon, la première chose dont on doit s'attarder, c'est d'abord de se débarrasser du gros boule de Kyle Lowry. Bon, voilà. Passons. Donc, voilà pour les actualités de cette semaine. Que je te propose de suite, donc, c'est le retour des chroniques de Loris, et je vais lancer ça de suite. Bordel. Lâchez-moi! Laissez-le. Mais qu'est-ce que je fous ici? Et vous êtes qui d'abord? Toi, tu ne sais pas qui je suis, mais moi, je te connais parfaitement. Tu es né le 21 mars 1998 dans les Michigan. Ouais, bon, en même temps, vous avez ma carte d'identité vu que vous m'avez taxé mon portefeuille. Je sais aussi que tu traînes dans la Caroline du Nord. Faut dire que ton ancien patron, Michael, il a une petite ardoise à me régler, mais c'est toute notre histoire. Attendez, mais comment vous connaissez M. Jordan? Je te l'ai dit, j'ai beaucoup de relations. D'ailleurs, comment va Michel? Et ses 2 enfants, comment ils vont? Ah, oui, c'est vrai, tu n'en sais rien. En même temps, logique. Qui voudrait qu'une femme laisse une ordure dans ton genre approcher ses enfants? Tu sais, un homme qui tabasse sa famille, ce n'est pas vraiment un homme, n'est-ce pas, Signore Bridges? Mais putain, vous êtes qui? Je suis celui qui connaît ta vie avant toi-même. Je suis les Don. Les Don Wojner... Bref, je suis les Don. Allez, vraiment cet enfoiré en Chine. Non, laissez-moi! Pitié! Laissez-moi! Arrêtez! Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris, aka Catch and Shoot, et chaque semaine ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Cette semaine, on va parler d'un sujet aussi intéressant que complexe, le pouvoir et l'influence des insiders dans le marché NBA. Les insiders, pour les néophytes, c'est des mecs que tu vois jamais ou presque, qui sont au courant d'à peu près tout ce qui se passe en NBA, et qu'à la moindre action de leur part, tout peut partir en couille. Ouais, c'est le gouvernement français, quoi. Pour que vous compreniez mieux le délire, imagine. On est en plein mois de juillet, période de free agency, tous les joueurs sont chez eux, posés au calme, pépère, détendus du gland, et là, bam! Un tweet de Shams Charania qui te dit que t'es transféré à l'autre bout du pays contre 2 Twix et des pépitos, mais en fait non, parce que t'es coupé dans la foulée, et la seule équipe qui veut te signer, c'est le Vendée Chaland Basket en National 1. En bref, c'est l'équivalent de Sidney Sweeney qui tape un footing, il y a des rebondissements partout. Prenons Woj, ou le Woj, alias Adrian Wojnarowski, le pape de l'info NBA. Ce mec, c'est pas un insider, c'est l'insider. Quand il tweet, même toi qui joues en départemental 2, transpire quand tu reçois la notif.
Alors, je ne saurais pas vous dire jusqu'à quel point leur influence est tant, mais une chose est sûre, l'influence de ces gars-là est réelle. Ils peuvent faire monter la cote d'un joueur ou déstabiliser une équipe avec un simple tweet. Et pour les nouveaux qui arrivent, vous avez raté la guerre entre Wojnarowski et Charania, puisque le Vosges a décidé de s'éloigner du microcosme de la ligue. Du coup, il reste plus que Shams. C'est un peu comme débarquer dans le gaming avec FIFA et NBA 2K qui ont le monopole. Bon, enculé, va. D'ailleurs, en parlant de Shams, et c'est bien pour ça qu'on aborde le sujet aujourd'hui, ce dernier n'a pas manqué de faire parler de lui après un tweet indiquant que, d'après ses sources, l'agent de Jimmy Butler était à l'écoute des offres de Phoenix. Ah ouais, oh, belle info en vrai, Butler au Sun, ça serait pas mal du tout. Ouais, mais le souci, c'est que l'agent en question a dégainé son iPhone pour littéralement éclater le Shams en disant qu'il ne devait pas mettre son nom dans ses conneries. Attends, c'est pas Will Smith ça? Du coup, depuis, la seule news qu'il a sortie, c'est qu'Embiid avait bobo. Voilà, 0 risque, 100% bénéfice, le feu ça brûle, l'eau ça bouille, enfin en même temps, est-ce qu'on peut le dire? C'est impossible, non. Si beaucoup considèrent la NBA comme une gigantesque télé-réalité aujourd'hui, je pense que ces joueurs-là ont leur part de responsabilité là-dedans. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer un message à ces insiders pendant la draft. Ça vous dérangerait pas de fermer vos gueules? Je vous jure, c'est horrible. C'est comme si t'allais regarder un film ou une série, t'as un fils de pute qui spoil tout à côté avant que ça se passe. Et là, tu vois, en fait, Rainer et Berthold, c'est des titans cuirassés colossales. Ah, et du coup, c'est des infiltrés qui viennent récupérer Eren parce qu'ils possèdent le titan originel. Et puis aussi, ils viennent d'une autre nation parce qu'en fait, l'humanité a pas disparu. En fait, eux, c'est des marques, t'as vu? Alors oui, ça, c'est dans Ken le survivant. Du coup, le maître de Ken, en fait... Voilà, donc les insiders, c'est super, bravo, vous savez tout, félicitations. Mais apprenez à faire le contraire de Doncic avec les arbitres de temps en temps, ça serait pas mal. C'est tout pour moi, je vous laisse la parole, messieurs, pour entamer ce débat. Parce que moi, je dois me rendre dans l'Illinois. Il paraît que quelqu'un a fait du grabouge. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Aïe, 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 hein, bien sûr, hein, vous aurez reconnu la voix de Nico Bellic dans GTA 4, au passage avec les diverses références qui ont été faites pendant cet audio. Merci Loris, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu... Vraiment, mais il a remonté ses origines italiennes avec le sujet, la musique qu'on connaît tous, c'est parfait. Bravo. Ouais, non, bravo, on l'applaudit pour le coup... Bien joué, franchement bien joué. Du coup, oui, alors, en effet, le thème, donc, l'influence et le pouvoir des insiders en NBA. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui nous anime, en fait, quasiment tous les jours, on va dire inconsciemment. Donc, juste pour citer des noms, comme l'a très bien fait Loris, on va avoir Adrian Wojnarowski, alors, qui maintenant n'est plus un insider, et d'ailleurs, au passage... on lui souhaite bien sûr une bonne convalescence car il a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate assez récemment. Donc pareil, il y a Shams Charania du coup qui est la référence maintenant. La référence des insiders. On peut avoir aussi des Mark Stein, des Brian Windhorst, etc. Bon. Voilà, Chris Haynes, même Rachel Nichols maintenant. Bon, bref. Voilà, il y en a énormément et d'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que même sans forcément parler que de mouvements, ça peut aussi révéler pas mal on va dire pas mal de choses dans les coulisses de la NBA si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Du coup, concernant donc tous ces noms-là, c'est vrai que c'est surtout sur les dernières années, c'est quand même des noms qui reviennent énormément et qui sont les principaux protagonistes, en fait, même de certaines périodes et de certains mouvements dans la ligue. Et on pense surtout courant février, lorsqu'il va y avoir donc, la trade deadline qui va arriver à sa fin, avec donc les mouvements de dernière minute, les derniers transferts. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on s'attend à des blockbuster trades, etc. Vraiment des transferts d'envergure. Même si on a été un petit peu déçus, notamment l'année dernière. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais... Ouais. Alors, justement, comment, toi, de ton côté, tu perçois justement un peu ces insiders? Par quel axe tu souhaiterais peut-être commencer à aborder un peu ce sujet-là? Tout simplement par la définition, d'abord. Ouais. Un insider, c'est vraiment une catégorie de journalistes qui se concentre en majorité vraiment, sur la recherche de sources et d'informations auxquelles très peu de personnes n'ont accès. C'est la raison pour laquelle, justement, on est clairement dans la situation de l'offre et de la demande. Ouais. Celui qui crée un produit auquel les autres ne peuvent pas réaliser, conceptualiser, on va avoir l'œil dessus, surtout si on regarde la valeur ajoutée qu'il y a derrière. Et l'information qui est communiquée justement par ces insiders de grands noms tels que
le vieux Vosch, par exemple, et son fils spirituel, hein, Monsieur Charnaria, si on peut dire ça comme ça. C'est quoi, c'est Charnaria? Non, Charagne. Charania. Oh mon Dieu, Damas, quand même. Ben, automatiquement, nous, ils vont créer un émoi, un intérêt qui laisse personne indifférent. Et avant même de parler des insiders, on peut clairement parler de la montée en puissance de Twitter. Parce que le fait que les gens soient connectés H24 avec la NBA en dehors du terrain, ce qui était vraiment une partie qui était à part et qui n'était pas, je dirais, accessible. Au cours des années 90, on a vraiment commencé à suivre la NBA, voire même les années 80 avec Magic Johnson, parce que si on savait déjà sous Magic Johnson toutes les dingueries qu'il y avait, on va dire, en dehors du terrain, mais la popularité justement des insiders aurait été incroyable. Et quand maintenant, au cours des années 2000, et surtout au cours des années 2010, avec The Decision, été 2010, c'est là que ça a été vraiment l'effet marquant. On était tous braqués pour avoir une info majeure. Donc, quelque part, pour ces insiders, et même pour l'intérêt de la Ligue, ils ont créé un autre type de public qui est en dehors de celui du pur basket. Et c'est même la raison pour laquelle on a maintenant plusieurs types de podcasts qui ont explosé sous la face mondiale. Il n'y a pas que les anglophones et les francophones qui aiment le basket. Tout le monde aujourd'hui s'y aligne. Et donc aujourd'hui, détenir l'information est une clé redoutable. Donc ces mecs-là aujourd'hui sont incontournables à l'échelle de la Ligue, sur la popularité de la Ligue, sur l'attractivité de la Ligue et bien entendu des joueurs. Alors, et justement, justement tu abordes bien, on va dire, un peu l'axe de... c'est vrai que ça va un peu dans le... comment je pourrais dire ça va un peu dans le sens, on va dire, de la vie, tout simplement, de la vie de maintenant, de la société même de maintenant, où il faut absolument tout avoir à la seconde près. Maintenant, c'est limite, si tu reçois l'information ou que tu vas relayer une information peut-être 10-15 minutes après un autre, pardon, tu vas être considéré un peu comme complètement à la traîne, t'es pas réactif, enfin, etc., etc. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas non plus un effet un peu pervers à tout ça, à la fois en termes d'influence, notamment sur la perception, on va dire, publique des informations qui sont transmises, et est-ce que les insiders, en fait, n'ont pas même un parti pris dans un peu dans le narratif, un peu, justement, de la NBA et de son histoire, en fait, qui se fait de tous les jours, en fait. Mais de ouf, parce qu'en fait, ça devient très dur d'être impartial. Ça devient très dur d'être impartial dans la mesure où la plupart des insiders aussi, c'est aussi les anciens agents de joueurs. Ça, c'est également qu'il faut également évoquer ça. Et quand tu proviens de ce milieu-là dans lequel tu es en contact avec des joueurs et aussi, bien entendu, des têtes de franchise, ce que tu vas présenter comme information va être plus en faveur d'un front office par rapport à un autre, un joueur par rapport à un autre. Et tous ces accords-là, ça fait partie du microcosme NBA. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas trop branchés Ligue NBA en soi, il faut bien entendu toujours signaler que la NBA est une ligue fermée. D'accord? De la mesure où c'est une ligue fermée, ce que vous allez communiquer va avoir un impact, bien entendu, sur ce qui est en dehors. Mais l'effet, je dirais, l'effet d'explosion que ça va mener à l'intérieur de la ligue va mener à un vrai mouvement. Et ça, il faut en mesurer l'impact. Raison pour laquelle, quand vous devenez insider, pour vous protéger par rapport à l'information que vous allez communiquer, vaut mieux pour vous avoir des accords amicaux avec certaines franchises qui pèsent également. Je pense à Dallas, je pense aux Lakers, je pense à Boston, je pense à New York, des franchises qui automatiquement ont une vraie place aujourd'hui à l'échelle de la ligue. Et si vous avez affaire à ce genre de franchise et auquel vous avez en effet, on va dire, une certaine situation, je dirais, où les deux sont, je dirais, dans une situation d'accord en soi, pour revenir à un mot très simple, ce que vous allez communiquer va être malheureusement pas avec une certaine forme d'impartialité. Et ça, c'est au regret de la personne qui écoute derrière. Donc ça, c'est sur ça, à la rigueur, on pourrait être pénalisé. Et par exemple, ce qui s'est passé avec Jimmy Butler, là, automatiquement, on peut faire directement le virage. Bien sûr, vas-y. Parce qu'on a eu un agent qui a réagi avec une virulence quand même, dont ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça aussi. Mais pourquoi aujourd'hui, Shams s'est permis de s'exprimer comme ça? Parce qu'il a atteint une légitimité. C'est ça.
Et que je pense que beaucoup n'ont pas compris. Bah oui, c'est ça. Alors, et justement, c'est peut-être un peu aussi les limites des insiders. Alors, est-ce que par la suite aussi, la NBA ne devrait pas commencer un petit peu, alors je vais pas dire à réglementer, mais peut-être à mettre un peu les holà sur les informations, parce que voilà, le truc, c'est que il y a des choses qui sont dites, et c'est là où je trouve qu'il y a un petit peu du deux poids, deux mesures. Alors après, attention, c'est peut-être pas forcément comparable non plus, mais on va amender des joueurs qui font du tampering, qui vont Mhm. faire de la drague ouverte à des franchises ou à des joueurs d'autres équipes en vue éventuellement d'arriver justement dans une autre équipe. Mais Tout à est-ce fait. qu'il n'y aurait pas aussi des limites à mettre aux insiders, même si voilà, ça va générer. Alors après, il y a aussi toute une machine à côté, hein. Je pense notamment à des mecs comme Stephen A. Smith qui sont là pour du show. Ce sont des insiders, hein, de base, ce sont des journalistes. Complètement. Et ils sont là aussi pour apporter un show. Derrière, ils ont une machine de guerre qui s'appelle, pour le cas de Stephen A. Smith, qui s'appelle ESPN, le groupe Disney. à fait. Ils ont un talk show tous les matins à alimenter. Donc, il faut de la matière. Voilà, tous les jours, il faut qu'il y ait de la matière pour apporter à la fois de l'actualité, mais aussi de la réaction. Mais voilà, est-ce qu'au bout d'un moment, justement, ce genre, alors là, le cas qu'on a avec l'agent de Jimmy Butler est clairement la limite de leur, je vais pas dire de leur légitimité, mais Leur la limite activité. et de, on va dire un peu de la dangerosité peut-être aussi des infos qui peuvent, parce que de base, ce sont des infos qui sont confidentielles, faut le rappeler aussi. Mhm. Est-ce que il n'y a pas aussi vraiment une notion d'éthique à commencer à mettre en place pour pouvoir justement mettre des limites à cela? Ça va être extrêmement sensible de pouvoir réussir à pouvoir mener justement ce type d'activité-là, mon très cher Vlad, parce que en fait, l'information, c'est une économie. Oui. L'information est une Ah, économie. c'est des Faut indices, le hein. savoir aujourd'hui. Quel que soit le secteur d'activité. Et une information produit toujours des émotions. Mm. Et avec des émotions, on passe à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perception que je vais avoir en fonction de l'information que je vais entendre, mais va créer un émoi chez moi. Mhm, mhm. La perception que je vais avoir d'un joueur, d'une franchise, d'une équipe, d'une tendance, ben, va automatiquement influer sur l'image que j'ai de ce joueur en question. Là, on parlait de Jimmy Butler. Ouais. On peut parler également de Jason Tatum. Mhm. Pourquoi je parle de Jason Tatum? Parce qu'à titre individuel en termes de joueur, sur les longs de toute sa carrière, il y a très peu de joueurs qui peuvent parler avec lui par rapport à ses performances. Mhm. Mais pour quelle raison Jason Tatum n'a pas la légitimité, en partie, en termes de ce que je vais argumenter, en tant que joueur de zone 1 dans la Ligue aujourd'hui? Moi, je pense que si un homme comme Shams derrière se permet de donner des commentaires à son sujet, par rapport à son image, il y a un virage qui va s'opérer par rapport à la perception qu'on a de Jason Tatum. Donc, je ne dirais pas forcément que c'est absolu, mais en fait, ce sont des effets, ce sont des critères qui comptent, qui sont incontournables aujourd'hui. La Ligue, pour ma part, n'a pas le pouvoir aujourd'hui de pouvoir, je dirais, légiférer justement ces différents insiders qui sont capables de communiquer une information, une info qui peut amener une forme de catapulte dans toute la Ligue. Mhm. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand tu vois toutes ces multiplications d'émissions, parce que là, tu parles de Stephen A. Smith, qui est la figure clairement d'ESPN, Ouais. ils ont tout intérêt à pouvoir appuyer là-dessus, en fait, que ça nous plaise ou non. Ils ont Non, tout c'est intérêt sûr. à le faire. Surtout que TNT a eu pas mal de mouvements aussi au niveau de la prolongation des différents contrats des retransmissions de la NBA. Donc, ESPN a clairement l'espace nécessaire à pouvoir s'y greffer. Et je pense qu'à un moment, la NBA, je ne suis pas sûr, elle risque un petit peu, selon moi, si ça continue comme ça, à s'y incliner. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui regardent la NBA, c'est pas que des puristes de basket. Ah non, clairement. Bien sûr, bah alors après, alors on peut peut-être mettre ça un petit peu en parallèle, tiens, vu que tu abordes le sujet. Alors c'est sûr que c'est pas forcément que des mordus de basket comme peuvent l'être toi et moi, par exemple. Ou voilà, je sens bien sûr en toute humilité, mais je pense qu'on connaît un minimum ce qu'est le basketball. Mais alors en parallèle, justement, est-ce que ça ne contribue pas alors directement ou indirectement, justement, à la baisse aussi de l'audimat? Mais largement. Toute cette... t'as dit un truc, ça fait des années et des années. Là, la NBA n'a jamais connu un audimat aussi bas.
Et Aussi. il y a plein de causes. Alors, il y a l'attractivité en elle-même de la NBA. Alors, l'attractivité, c'est très large hein, quand je dis ça. Il y a 10 000 facteurs hein, qui rentrent en ligne de compte pour l'aborder. Mais est-ce que ça fait pas partie un peu de cet environnement un peu... Alors, j'ai pas d'autres termes, mais moi, je trouve ça un petit peu nauséabond comme environnement. De voilà, être à la recherche absolument de tout savoir tout avant tout le monde, etc. etc. Et c'est un peu, Ah un ouais. peu de la putacliquerie, hein, en fait, hein, pour être un peu, pour utiliser un peu un C'est du terme. gossip. Ouais, voilà, ça commence à devenir en effet du gossip. Et on prend pas suffisamment. Là, je vais faire un autre parallèle, je vais sauter un peu du coq à l'âne, mais tu vois, je trouve qu'on prend de plus en plus, en effet, les joueurs, au travers des informations des insiders, de plus en plus pour du bétail. Parce que, alors, certes, la NBA, c'est un business, ça, je tiens à le rappeler, mais en parallèle de l'épisode qu'on avait fait sur la santé mentale des joueurs, des mecs comme DeMar DeRozan, c'est l'exemple, hein, c'est l'exemple absolu. Le mec, il apprend dans un premier temps par les insiders qu'il est transféré de Toronto vers San Antonio. Et ça a été un déclic psychologique infernal pour lui. Absolument. Il n'était pas malheureux de rejoindre San Antonio, mais le fait de l'apprendre euh, par un insider, par quelqu'un qui est entre guillemets externe à sa franchise, à son organisation, que par son organisation elle-même, que par son general manager, ça, voilà, l'atteinte Bah, ça psychologique le est grave. Mais il y a un autre exemple aussi qui est même marquant. C'est même en plein match. Harrison Barnes. Oui. Troisième quart. En plus, mais Waouh. Ah, tu vois en sa plus, il a tête pris en ça sur plus. il fait une haie. Bon, on savait déjà que Dallas s'était trompé par rapport à ce choix-là, en plus Dirk Nowitzki. Mais tu vois, en termes d'information, pour dire à tel point que c'est puissant, justement, cette affaire de parole-là, Dirk Nowitzki, en pleine saison, il avait dit « Je ne suis pas sûr que Harrison Barnes Mm. soit le joueur avec lequel Dallas peut s'appuyer comme étant le futur franchise player de la franchise. Ouais. Oh là 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 là. La connotation que ça communique. Ah, ça fait mal. Mais automatiquement, en fait, en ayant une telle information de la part du joueur majeur qui est en train de s'éteindre du côté de la franchise de Dallas, Ouais. pour laisser la place à un autre, eh ben, toi, en tant qu'insider, tu te dis, hé, Mm. si Dirk Nowitzki dit une information comme cela, mais moi-même, je peux gratter pour voir vraiment ce qui se dit dans les coulisses. Ben oui, c'est-à-dire que l'environnement aujourd'hui dans lequel on est, où les joueurs commencent davantage à s'ouvrir, à juste titre, par exemple, tel que l'exemple de DeRozan ou de Kevin Love, bien entendu, Mhm. ça donne en fait du grain à moudre à ce type de journaliste, justement, d'aller percevoir l'information. Et moi, je dirais que c'est une forme de qualité de travail, c'est vrai. Mais quand ça devient beaucoup trop, eh ben, on tombe en effet dans une forme d'excès nocif de l'information. Bah, c'est ça. Et en fait, ça devient chiant parce qu'en fait, on perd l'objectif qui est d'abord de bien jouer au basket et de produire un basket de qualité. Exactement. Non, Tu mais vois, vas-y, vas-y. et ça, c'est frustrant. Mais franchement, l'affaire de Barnes, je crois que c'était Wojciechowski qui avait mentionné la franchise. Ouais, je me rappelle. Ouais, certainement à Ouais, l'époque, oui. À l'époque, je pense que c'était ouais. lui. Mais en plus, ouais, tu vois. Enfin, c'est devenu un mème, hein, cette image, hein, où Ah tu le vois, ouais. il est complètement blasé sur le banc et tu vois en Ah dessous, ouais. a été transféré en plein match, etc. Je sais plus Un exactement ce qu'il match. dit, mais Non, mais c'est une vraie décomposition. ben Et en oui. vrai, moi, j'estime que sur ça, par contre, là, par contre, je te rejoins en effet sur le fait à ce que la Ligue puisse réagir. Parce que là, il s'agit de l'intégrité d'un individu avant que ce soit un joueur de basket en soi. Et il n'y a pas de protection à l'impact de l'information. Mm. Mais c'est là où il faut maintenant apprendre à mesurer ce qu'on dit. Bah, Et moi, c'est je pense ça. que et moi, je pense que les insiders, ils sont déjà au courant, ils sont déjà conscients de Oui. l'impact de leur propos. Et il faut voir, et je le répète bien, la multiplication des plateformes dans lesquelles maintenant ils peuvent s'exprimer. Mhm. Parce que aujourd'hui, tu as aussi une émission là, Skip by Lace aussi, qui était avec Ah, bah, Shannon c'est. Sharpe. Ouais, bon, maintenant, oui, il a pris sa retraite, Skip Bayless, mais oui. Ouais, bah, c'était sur Fox Ouais, Sports. C'était sur Fox Sports. c'était sur Fox également à l'époque, parce qu'on parle du basket, mais c'est également aussi au Futues aussi. Hein. Ah oui, Il y a, tous les sports. il y a également la même mesure, sans compter que les recettes au Futues sont plus élevées que celles en NBA. Donc, vous imaginez également le degré d'information qui peut découler dans tout le pays. Et en fait, on a affaire à des individus qui se sont popularisés aussi au travers de ce genre d'activité-là. Mhm. C'est également cet aspect-là qu'il faut aussi prendre en considération sur le fait de ce qu'on amène un autre type de public
qui est un public certes populaire également, hein, qui est vraiment au niveau bas, mais qui est maintenant là pour du gossip. Si on apprend un jour, mais regardez même l'information qu'on connaît aujourd'hui. Jaylen Brown, il s'en avec une femme qui a 40 ans. Et elle n'est pas vilaine, hein, la cocotte. Hein. Ah, mon gars, tu vois, c'est-à-dire que si on apprend que Jaylen Brown, il a fait une folie avec la femme d'un autre joueur, Ah, c'est chaud. mais attends. Ah, c'est chaud. Moi, ça me rappelle direct, tu sais, le bail qu'il y avait eu entre Matt Barnes et Derek Fisher. Bah oui. Derek Fisher qui s'était tapé son ex-femme. Mais c'est exceptionnel. Et après, tu vois Matt Barnes qui arrive. Matt Barnes qui le course dans sa maison. Qui le course. C'est trop. En plus, il se tape vraiment en plus. Hein. C'est trop. Non, c'est exceptionnel. Ah, c'est mais trop. tout ça, en vérité, ça a toujours existé. Nous ne nous mentons pas. Non, bien sûr. Mais on est dans une tendance sociétale aujourd'hui où on veut de la polémique. Et si je peux me permettre d'élargir le sujet, il y a eu un dernier interview que toute la France a regardé il y a quelques jours, c'est Kylian Mbappé. Il trouve toujours le moyen qu'on parle de lui alors que c'est même pas son sport qu'on évoque. Mais par exemple, si Kylian Mbappé s'est exprimé, on va attendre à ce que Wemby puisse le faire. Bah oui. On va attendre ça. Ah oui. On va tous attendre cet aspect-là. Parce que aujourd'hui, j'étais même étonné dimanche dernier, ma femme est là et tout, elle commence à parler d'un joueur, elle parlait de Mbappé, mais elle se disait, oh mais c'est intéressant, on apprend des trucs qu'on ne savait pas. Mais en vérité, de base, c'est pas elle qui est la première ciblée. Mais aujourd'hui, la Ligue a pris le virage à ce que ce soit maintenant ce genre de profil qui puisse nous regarder. Bien sûr. Voilà, quel que soit le score. Non, mais c'est... Ne pas après qu'on aille moins au stade. Non, bah c'est ça. Non, c'est clairement ça pour le coup. Mais est-ce que, justement, pour des gens qui, comme nous, là je vais parler un peu aux boomers qui nous écoutent, tous ceux qui ont plus grandi... C'est pas les Australiens, boomers, ça. Non, en effet. Mais tous ceux qui ont grandi surtout avec la NBA des années 90-2000, enfin, alors il y en a toujours eu des insiders. Après... il y en a pas eu. Enfin, on va dire que les réseaux sociaux n'ont pas aidé à ce que ce soit bien perçu, enfin, forcément tout le temps bien perçu dans le temps, surtout maintenant. En plus, au vu des actualités qui sont faites. Mais est-ce que, en effet, est-ce que c'est pour toi, pour les franchises, justement, les insiders, est-ce que c'est un réel atout de. D'objectivité, ou est-ce que ça biaise justement l'objectivité de la vie sportive des franchises? Malheureusement, les insiders vont ne faire que accélérer l'image des différentes franchises qu'on a déjà à l'initiale. Et c'est là où New York, et c'est là où Los Angeles et les gros marchés en majorité doivent, pour eux, en termes d'objectivité claire, de bénéficier justement de cet apport-là. Los Angeles doit faire rêver. Ouais. C'est une réalité. Ils doivent le faire. À un moment, il faut arrêter de se leurrer. On connaît la notoriété qu'a cette équipe dans la ligue. Ils doivent le faire. Maintenant, concernant les petites franchises, dans la mesure où moi-même, j'en supporte, donc je suis aussi bien placé pour en parler. Dommage pour Quentin aux côtés des Spurs, qui aurait pu le faire. Mais par exemple... c'est très important l'aspect marketing que ce qu'on présente. Et en fait, tu as une franchise également qui a essayé de prendre ce virage-là, c'est Détroit. Pourquoi je parle de Détroit? Parce que Tom Gores, qui est le propriétaire en place, a investi dans différentes installations, différentes infrastructures, et il a essayé de diffuser cette forme d'image aussi. Oui. Il a créé un plateau où tu as Asia Thomas et Joe Dumars qui avaient invité Klay Thompson et Stephen Curry et tout. Ça donne un côté flashy, ça donne une certaine image que Détroit n'a pas, ou que Détroit n'avait pas. Donc là, automatiquement... tu vois les mecs propres en train de... un plateau. Mais vous imaginez pas la connotation que ça a derrière. Donc, ces petites franchises-là, moi, je pense par exemple aux Hornets, où au niveau des couleurs, tout le monde s'y retrouve. Par exemple, demain, tu portes la couleur, même ce que tu remarques en premier, tout le monde une chemise bleu ciel et tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les motifs, etc. La ruche. Le petit frelon et tout. C'est propre. L'image qu'ils ont au cours des années 90, c'est propre. Mais qu'est-ce qu'ils attendent justement pour profiter de ça? Et après, tu vois, ils ont pris même un joueur flashy aussi par rapport à la Melo Ball aussi, qui a aussi une image d'améliorer également le paradigme de la franchise dans son public. Mais tous ces aspects-là, ça doit rentrer en considération. Donc, en vrai,
tout va dépendre de la manière dont vous allez prendre en considération ce type de modèle. Et moi, je pense que une franchise qui s'enterre complètement, c'est Portland. Portland et le Jazz. Zéro. Après, le truc, c'est que Portland et le Jazz, oui, en fait, ils continuent dans ce qu'ils ont toujours été. Ça reste des franchises qui ont toujours été, on va dire, plutôt discrètes quand même sur... Isolé. Ouais, isolé ou discrète, ouais, peu importe le point de vue. Mais voilà, ils sont toujours dans la lignée de ce qu'ils ont toujours fait. Mais justement, tiens, tu abordes le sujet des Hornets et aussi en transition avec le cas Miles Bridges qui avait été énoncé par Loris lors de l'introduction. Est-ce que justement, alors c'est bien, il y a un côté, en effet, il y a un côté des insiders de vouloir montrer de la transparence totale sur le fonctionnement des équipes NBA, etc., etc. Mais est-ce que c'est aussi leur rôle? Alors après, ça reste des journalistes. Donc, en soi, je répondrai plus ou moins déjà je peux répondre, on va dire, déjà plus ou moins à ma question. Mais est-ce que il n'y a pas non plus une limite avec justement la vie privée? Et je pense notamment au cas de Miles Bridges, qui, voilà, on connaît les affaires qu'il a eues, notamment de violences conjugales, etc., etc. Est-ce que, voilà, c'est pas un peu là aussi leur limite aux insiders? Et en parallèle, est-ce que les insiders ne s'approprient pas indirectement le rôle comment? Alors attends, Juger les gens. Ouais. Le jugement. Ouais, voilà, le jugement, parce que en fait derrière la franchise, et c'est là où ça peut interférer, c'est que la franchise va plus ou moins devoir subir, on va dire, le tribunal populaire au travers de l'information qu'aura donnée l'insider. Et c'est là où ça peut devenir un peu dangereux. Alors attention, je ne cautionne absolument en aucun cas ce qu'a fait Miles Bridges, mais voilà, après je pense qu'il faut aussi remettre chaque chose un peu à sa place. Ce qui est de l'ordre de la loi, après derrière, c'est à l'employeur, donc à la franchise, d'acter, voilà, s'il a une éthique ou pas. Bon, là pour le coup, l'éthique peut être plus ou moins remise en question. Après, voilà, chacun son avis sur le sujet. Mais ouais, voilà, est-ce que voilà, les insiders, ça va pas des fois un peu trop loin aussi, quoi? Mais pourquoi ça va trop loin dans ce domaine-là, Vlad? C'est que là, on revient encore une fois au schéma classique. Tu gagnes des millions, je gagne des millions au travers d'une activité qui est regardée par des millions, voire des milliards de personnes. J'attends de ta part à ce qu'au niveau de ta moralité, tu puisses également présenter une certaine forme d'exemple. Et Diego Maradona l'avait bien dit, moi je joue très bien au football, je ne suis pas payé pour être un exemple de moralité. Oui. Attention, oui. On ne cautionne pas. On ne cautionne pas, bien sûr. Soyons clairs. Oh là là. Ouais, soyons clairs. Là n'est pas la question. Oui. N'est pas la question. Mais cet effet multiplicateur qui est causé par ce genre d'information qui est diffusée à l'échelle publique, Miles Bridges, son image marchande, sa valeur marchande, Oui. non pas à cause de ses performances sportives, parce que individuellement, moi je l'ai toujours dit, c'est un bon joueur. Ce mec, ça peut être c'est un bon joueur de basket. Oui. C'est un bon joueur de basket. 20 points bon avant sa saison de folie où il est off à cause de sa bêtise extra-conjugale, de matrimoniale. Mais en vrai, le mec, symboliquement, il est bon. Mais la perception qu'on va avoir de toi sur le fait de l'information qui est communiquée, chaos technique. Et les Hornets, ça ne les aurait pas dérangés à ce qu'ils soient tradés. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce que déjà, votre franchise, elle est déjà naze au niveau sportif. En termes d'attractivité économique, c'est pas le top du top, même si Michael Jordan a très bien revendu aussi ses parts. Ça, c'est vrai. Mais non, ça, c'est une franchise qui n'est pas très intéressante. Non, c'est sûr. Donc, on va reprendre Miles Bridges au même niveau auquel il était. Et ça, ouais, c'est malheureusement lui aussi qui est perdant. Parce que, tiens, regarde, on va parler d'un truc à nos auditeurs. Entre nous, forever, et qu'on parle pas de Charlotte quand ça peut arriver. Mais quelle est la première remarque qu'on a? Ah oui, il y a tout. Ah, regardez, il y a le violon qui est là, tout. En parlant directement de Bridges, tu vois. C'est le premier ce qu'on a. Ça veut dire que nous-mêmes, dans notre inconscient, en termes collectifs de notre groupe, on a intégré cette idée-là, en fait. Ah oui, il est rattaché à cette image-là. Ah bah oui, Miles Bridges, c'est le frappeur de femmes. Ah oui, c'est en dehors. Oui, c'est ça. C'est c'est le frappeur de femmes, le frappeur de femmes avant le joueur de basket.
Mais complètement. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut, même à tout joueur professionnel, de haut niveau qui serait prêt à nous écouter, quel que soit le sport qu'il exerce, il serait intéressant pour lui de faire attention en termes de rapport relationnel qu'il a avec les gens qui diffusent l'information. Mm. Et ça, LeBron James s'en est très, 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 très bien sorti. Il en a beaucoup souffert, notamment en 2010. Ça, c'est une évidence, où tout le monde s'est jeté dessus, moi le premier, par rapport à ce qui a été utilisé. L'émission qu'il a faite sur ESPN à 20h, lui-même a reconnu que c'était une erreur. Oui, c'était une erreur, oui. De pouvoir le faire. Mais en soi, on ne peut pas forcément... En fait, c'est facile à dire aussi aujourd'hui. En fait, l'avantage d'un mec comme LeBron James, c'est que le gars a été capable directement de prendre sa narrative, en fait. Et personne ne contrôle sa communication. Personne. Exactement. C'est ça le truc. Et c'est clairement légitime pour lui de le faire. Moi, on parle à quelqu'un qui le met comme étant The GOAT, ça se comprendrait. Je suis pas d'accord avec lui, mais s'il positionne, c'est pas le sujet, s'il te plaît. Je ne veux rien. J'ai rien dit. Hein. Voilà. Mais le langage corporel, ça parle plus fort que les mots. Hein. Voilà. Donc, le fait de bon. Vas-y. Le fait qu'il maîtrise sa communication à 100%, c'est tout à son honneur. Mais tu as d'autres joueurs qui, malheureusement, n'ont pas ce privilège. Et d'autres qui auraient pu avoir ce privilège et qui ne l'ont pas fait. Moi, j'ai un nom. Lequel? Ben Simmons. Oh, là, c'est la suite. Bah, pareil, hein. Lui, son image, elle a été complètement dégradée. C'est depuis, justement, les scoops, enfin, en tout cas, les révélations qui avaient été faites sur sa santé mentale suite à la dispute qu'il y avait eu, suite à l'embrouille qu'il y avait eu quand il était aux Sixers, post-élimination d'Atlanta en 2021. Ouais, n'importe quoi. Et depuis, le mec s'en est pas remis. Hein. Non, mais c'est terrible. Hein. Mais putain, il m'énerve. Enfin, il m'énerve, non, parce qu'on ne sait pas ce qui vient intérieurement, mais moi, je parle à mon niveau d'information actuelle, c'est une dégradation, ce joueur. C'est moche, hein. Ah non, c'est trop moche. C'est trop moche. Et surtout, on n'a pas l'impression, de toute manière, en 2021, et c'est là même la lâcheté du côté de cette franchise, notamment de Joel Embiid, où il a clairement tenu comme étant responsable. Lui, Doc Rivers. Et Doc, celui-là. Oui. Bref. Mais regardez ça. Regardez ce que va faire un insider pour bien comprendre son rôle. Il y a son joueur qui le vilipende à l'échelle publique. Le franchise player qui vilipende également Ben Simmons. Vous avez deux individus importants d'une franchise qui vient vilipender un joueur important qui est aussi un très gros contrat en parlant de Ben Simmons. Vous pensez sincèrement qu'un insider va pas en profiter? Ah bah il va gratter, hein. Il va gratter jusqu'à violer le secret médical, il en a rien à foutre. Oh là, mais la porte, elle est magnifique. La porte, elle est magnifique pour pouvoir ne pas en profiter. Ouais, c'est chaud quand même. Et nous, on va se régaler quand on va être derrière nos écrans. Ah bah nous, ah moi j'étais le premier à dire, ouais. Ben Simmons, c'est un gros... Voilà. Vous savez tous lire, hein, on n'est pas bêtes, hein, voilà. Hein, bon, aujourd'hui, c'est la porte ouverte. Voilà. Parfait. Mais, par exemple, Ben Simmons, soyons clairs, un mec qui tient une émission, par exemple Stephen Smith, il crée un plateau sur ce sujet. On va tous regarder. Bah évidemment. Et si en même temps, il y a une rencontre entre le 4e de la conférence Est et le 5e, voire le 6e de la conférence Ouest, quels que soient les noms, vous mettez les équipes que vous voulez, vous pensez qu'on va regarder quoi? Ouais, nous on va sortir le popcorn pépère. Ah oui. Et malheureusement, on est conditionné comme ça. Hein. C'est... Bon, déjà, le reconnaître, c'est déjà un premier pas vers la guérison. mais c'est vrai que tout est paramétré à ce qu'on réagisse comme ça. Hein. Malheureusement, ça fait partie du paysage médiatique. Et c'est pas en plus uniquement, ce n'est pas uniquement valable que pour la NBA. Hein. Et même du sport dans sa globalité. Hein. On va prendre un cas, on va prendre un autre cas. Hein. Alors après, c'est un peu différent. Mais moi, je les considère un peu comme les Élise Lucet de la NBA, en fait. Parce que c'est des gens qui vont aller gratter dans les tréfonds des franchises, des organisations, etc. Et c'est dans un but de transparence et d'information, certes. Mais après, il y a peut-être certaines choses. Moi, je suis toujours... Alors après, c'est mon pur avis. Vous le partagez ou pas, mais pour moi, il doit toujours y avoir un minimum de secret des affaires. Ouais, je suis d'accord. La transparence, c'est bien, mais trop de transparence peut tuer la transparence aussi.
Je suis d'accord Après, avec c'est ça. mon Moi avis. aussi. Hein. Ça, je suis prêt à en discuter, il n'y a absolument aucun problème. Non, moi je suis d'accord avec ça. Mais d'ailleurs, on peut faire le lien parce que Coca-Cola n'a jamais dévoilé sa recette magique, le pourquoi du Coca d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est Oui. toujours tenu secret. Mais il faut bien aussi qu'on parle également de l'activité au quotidien. C'est de ce genre de journaliste inside, c'est 7 jours sur 7 de boulot. Ah oui. C'est vraiment plus de 12 heures de travail à peu près par jour. Ah, c'est infernal. Euh, ah non. Et sans compter que ça s'accélère quand vient les périodes de off-season et de trade deadline. Là, regardez l'information qui a flippé par rapport à Jimmy Butler et regardez le match qu'il fait la veille Ouais. hier face aux Pistons. Mhm. Le bonhomme, il fait une rencontre à 19 rebonds. Ouais. En plus, en connaissant la personnalité, en plus, c'est intéressant quand même. Ouais. Parce qu'il y a certains mecs On à sait. qui tu fais ça. On sait. Hein? Oui, c'est ça. On sait que les mecs, tu vas les piquer, lui, Damien Lillard, etc. Tu vas les piquer dans leur âme. Ils vont te sortir une masterclass le lendemain. Mais complètement. Tiens, c'est un bon personnage que tu parles de Damien Lillard. Parce que Damien Lillard, plusieurs personnes ont remis en cause ce transfert aux Bucks. Bien sûr. C'est revenu à ses oreilles. L'échec au premier tour face aux Pacers, printemps 24, on l'a tenu en partie responsable. Il a dit, on sera de retour. Voilà. Donc, vous touchez le point d'orgueil. Donc, quelque part, l'insider, il peut avoir cet effet néfaste et d'un autre, booster l'ego de certains profils. Moi, Jimmy Butler, le match qu'il a fait hier, il est très intéressant malgré la défaite face aux Pistons. Est-ce que dans la longueur, je pense qu'il en est clairement capable, à lancer véritablement la saison du 8 à ce qu'il puisse se dire, là maintenant, c'est parti. On arrête de bugger. Et d'ailleurs, je crois que c'est Charania qui a tenu ça, sur le fait est-ce que Pat Riley n'était pas content également de la tenue de Jimmy Butler et qu'il a refusé même de la présentation l'été dernier. Donc avec tout ça, ça se rumine. Il remet encore cette histoire de transfert dans le coup. Et si jamais certains propriétaires et présidents n'étaient pas derrière ces insiders en disant... Ah, mais après, on sait très bien qu'il y a du lobby, il y a un peu de désinformation au passage. Voilà, il faut... Après, chaque franchise, tu sais, hein, même il y a des... Il suffit juste qu'il y ait, je sais pas, quelqu'un de... je sais pas, je te prends un exemple, hein, peu importe. T'as quelqu'un du staff des, je sais pas, des Warriors qui va sortir à un insider. Ouais, on est potentiellement en lice pour se mettre sur le cas de Jimmy Butler. Bah, direct, le mec, il va le relayer. Il va même pas chercher à comprendre, en fait. Donc, ça fait partie du jeu aussi. Et c'est là où, justement, on abordait les limites des insiders. C'est que, bah, au bout d'un moment, il faut savoir aussi trier ton information. Est-ce que l'information est réellement valable ou est-ce que c'est plus du bruit de couloir? Voilà, faut réussir à en tirer la différence aussi de tout ça. Ouais, mais c'est là où tu vois le niveau de certains journalistes et d'autres non. Hein. Oui. C'est là où on va voir maintenant la qualité journaliste et quel est son poids qu'il a derrière l'information. Parce qu'on parlait des petites franchises, bien entendu. Il y a des personnes de qualité qui travaillent là-bas, hein, Oregon. The Oregonian, j'en souviens, le AZ République du côté des Suns de Phoenix. Quand je lis les articles, notamment en anglais, on a affaire à des personnes qui travaillent véritablement. Mais pour qu'elles puissent être reconnues, il va falloir également que ces franchises puissent performer aussi à l'échelle du terrain. Ça va être une évidence. Il faut qu'ils puissent prendre un virage. Maintenant, pour terminer, pour enlever la partie sportive et se concentrer exclusivement sur leur qualité de travail. Oui. Ces mecs-là, on a compris le degré de relationnel qu'ils doivent avoir, la qualité d'information qu'ils doivent communiquer, à qui ils parlent, et le nom que tu mentionnes, est-ce que ça a une caisse de résonance majeure? Il y a quelqu'un qui est important là, qui n'a pas duré, le père Ball, par exemple. Ah, ça. Mais le Ball, ça fait grand bruit. Lui-même, il fait du bruit à titre individuel. Mais automatiquement, se servir de son nom pour créer son image de marque, que les gens estiment ça comme étant bien ou incorrect, ça les regarde. En tout cas, ça peut être une belle figure pour monter en se disant « Je suis là et regardez le nom que je communique, le père Ball est là. Ouais. » Par exemple. Tu vois. Non, c'est sûr. C'est sûr. En effet. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Est-ce que tu as un point que tu n'as pas encore abordé, que tu souhaiterais aborder? Avec eux, moi, avec tous ces... moi, j'ai appris mon anglais.
Ah bah, tu m'étonnes. J'ai appris mon vocabulaire en lisant différents articles à gauche à droite. Ah, tu m'étonnes. C'était assez intéressant, mais ouais, en tout cas, il a fait de l'excellent travail au fur et à mesure des années. Il y a Yahoo Sport, hein, Oui. qu'il faut également signaler. Sport, The Athletic. The Athletic, bien sûr, hein, c'est vraiment des figures marquantes. Et puis même, allez, je vais te faire plaisir, il y a même l'oncle de Lamarcus Aldridge, David Aldridge aussi, qui fait de très bons articles sur l'NBA, sur NBA.com. Là, tu réveilles des trucs qui m'énervent. Il y a un jour, là, je parlais avec un mec des Blazers et des différents blessés. Ouais. C'est un sujet qui est très, 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 très dur. Donc, Moutu chez Pousse. Brandon Roy, ange petit ange parti trop tôt. Au passage. Toutes ces phrases-là. Mais moi, en tout cas, le sujet il est super intéressant. On se posera toujours la question comment ils font pour avoir ces infos. De ouf. C'est vrai que tu te dis, mais moi, je suis très curieux de voir surtout leur répertoire dans leur téléphone. Ah ouais, ça doit être une mine d'or, le bordel. Ah ouais. Ça doit être pas mal. Ouais. Ça doit être vraiment pas mal qu'il y a derrière le coup de fil. Parce que ce qui est fou, c'est que tu peux passer d'un très très gros contrat à plus de 50 millions de dollars à un contrat minimum en un seul été. Ouais, si tu fais pas attention. Et direction la Chine, tout à fait. Ouais. Bon, bah, très bien pour cela. Tu as fait le tour ou tu as autre chose encore à rajouter? Moi, juste, c'est dommage que DeMarcus Cousins n'ait pas une meilleure image auprès de ces mecs-là. Sinon, il sera encore dans la ligue, je pense, aujourd'hui, plutôt que les tocards qu'on voit aujourd'hui au poste 5. Ouais, moi, c'est mon grand regret. Encore une fois, je le dirai jamais assez. Eh ben, écoute, très bien pour ce débat. Bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser aussi vos avis ou d'éventuels axes qu'on n'aurait pas forcément abordés et que vous souhaiteriez aborder. Et ben voilà pour cet épisode de cette semaine, donc sur l'influence et le pouvoir des insiders dans le marché NBA. Du coup, ce sera le dernier épisode de l'année. Nous allons prendre aussi une petite pause pendant les 2 semaines de congé de Noël, histoire de respirer un petit peu et de revenir en forme plus que jamais pour la deuxième partie de saison. Enfin, deuxième partie de saison. La première partie, elle n'est pas encore complètement terminée, mais histoire de reprendre en forme après le nouvel an, voilà. Parce qu'on sait très bien qu'on va bien manger, qu'on va bien boire. Surtout, buvez avec modération au passage. Ne prenez pas le volant si vous avez trop bu, n'est-ce pas? N'oubliez pas que la vie est une... Et voilà, n'oubliez pas surtout que la vie est une fête. Ça, je le redirai tout à l'heure avant de conclure. T'inquiète pas pour ça. Donc, on prend une petite pause, mais il se peut quand même que pendant cette petite trêve de 2 semaines, qu'on revienne. On vous tiendra au courant sur les réseaux. Il se peut qu'on fasse une petite apparition furtive. On vous tiendra... Il y a un truc qui peut arriver, Voilà, on vous tiendra évidemment au courant. Eh bien, écoutez, parfait. Damas, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Que les Sixers se remettent au niveau, que les Pacers se réveillent véritablement pour leur saison, que les Suns aussi arrêtent de dépendre autant de Kevin Durant. Et là, en première ligne, je dirais que Devin Booker rentre vraiment dans sa saison-ci parce qu'il n'est pas si performant que ça au niveau du pourcentage de shoot, en étant pas trop décisif, que Yusuf Nurkic arrête sa fainéantise extrême et que heureusement que Joker est aux Nuggets. Ça. Il fait une saison, le mec. Les Nuggets, sinon, ce serait dans les tréfonds du classement. Ouais, j'ai bien peur de ça. Donc, si Jamal Murray se met à se réveiller, même Westbrook est très surprenant. Et je souhaite vraiment tous mes encouragements quand même au Thunder, qui est quand même intéressant. Mais pour eux, il vaut mieux que Chet revienne. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien, écoutez... New York. Ah, ça, j'aime bien. Ah bah New York, là, pour le moment, c'est pas mal. En tout cas, Karl Anthony Towns, il fait plaisir à New York. Ouais. Individuellement. L'intégration est très bonne pour le coup. Eh ben écoutez, pour ma part, voilà, une nouvelle fois, merci de nous avoir écoutés ou regardés si c'est sur YouTube. N'hésitez surtout pas, bien sûr, à nous faire savoir que cela vous a plu en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée.
comme d'habitude. Retrouvez-nous aussi sur Forever, enfin Forever sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Twitter ou enfin X ou TikTok, un compte Forever Podcast, ainsi qu'Instagram, compte Forever le podcast, où vous aurez du contenu régulièrement. Et pour moi, le mot de la fin, c'est surtout prenez soin de vos proches en ces fêtes. S'il y a des personnes qui se retrouvent toutes seules, surtout n'hésitez pas à leur proposer quelque chose, même ne serait-ce que, pas forcément de faire les fêtes, mais au moins de leur montrer que vous êtes présent pour elles. Voilà, prenez soin de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas, vu qu'on va être à l'approche du 31, la vie est une fête, très important. Et toujours, voilà, consommer de l'alcool avec modération. On se dit donc à dans 2 grosses semaines, de nouveau en forme. Et à plus. Allez, ciao, ciao. À plus.